3, 2, 1... Salut tout le monde, comment ça va en ce samedi? Aujourd'hui, comme vous l'avez décidé sur le canal Instagram en début de semaine, c'est des Denver Nuggets que l'on va parler, en mode coast to coast. Il est vrai que déjà, l'équipe de Denver part avec l'avantage d'être champion d'un titre, et malgré quelques petits mouvements dans l'effectif cet été, ça amène quelques certitudes. Mais le truc c'est que concernant ce début de saison pour les Denver Nuggets, vous l'avez vu comme moi, le jeu que pratique l'équipe sur le terrain est juste exceptionnel. Après on le sait, on le dit souvent, dans la conférence Ouest, c'est la jungle en termes de concurrence, tandis que dans la conférence Est, certaines grosses écuries pourraient ne pas encore avoir dit leur dernier mot. Alors y a-t-il vraiment des équipes qui peuvent rivaliser avec les squads du Colorado cette saison? Eh bien c'est justement ce que l'on va étudier aujourd'hui, alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti. Qui peut empêcher les Nuggets de remporter un nouveau titre en 2024? Mais avant de parler des Nuggets et de leurs potentiels adversaires, il faut que je vous parle de NordVPN, qui pour la deuxième fois cette année sponsorise l'une de mes vidéos. Et si bien sûr vous connaissez parfaitement cet outil qui sécurise votre connexion et vous permet d'obtenir une adresse IP dans le monde entier, il faut que je vous explique en quoi vous, fans de la NBA, ça peut vous intéresser. Ouais, pour ça il faut que je vous explique comment de mon côté je l'utilise NordVPN. Alors déjà, si vous êtes mordu de basket américain, vous avez le League Pass, un must-have, et peut-être que si vous êtes suffisamment chanceux, il vous arrive de voyager aux États-Unis. Perso, je n'ai qu'une hâte, guérir, faire ma rééducation et repartir au plus vite. Voyager, c'est ce qui me manque le plus. Et le problème, c'est qu'une fois que j'arriverai chez les Quinry, j'aurai beau avoir le League Pass, il y a tout plein de matchs que je pourrai pas voir, qui seront bloqués. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils seront diffusés sur la télé nationale, sur des chaînes payantes, qui évidemment gardent l'exclusivité. Heureusement, avec NordVPN, il me suffira de me connecter en France pour contourner cette règle et let's go. À moi les matchs de mon équipe préférée, et même de toutes les autres teams. Ça, c'est déjà cool, non, de pouvoir profiter de son League Pass sans limite partout dans le monde. Mais c'est pas le mieux, parce que approchez-vous là, j'ai un secret à vous dire. Si au moment de vous abonner au League Pass, vous vous connectez en Turquie par exemple, avec NordVPN, vous le paierez vachement moins cher. Mais chut, ça reste entre nous. Ajoutons à ça que vous pourrez vous connecter en Belgique pour mater la F1, la Ligue des Champions et l'Europa League et vous comprendrez pourquoi NordVPN aujourd'hui pour moi c'est devenu un réel outil du quotidien. Quand je peux voyager, je paye mes billets d'avion moins cher avec NordVPN et quand je ne peux pas, j'en profite depuis chez moi pour regarder absolument tous les programmes que je veux. Donc si toi aussi tu veux kiffer comme moi, go cliquer sur mon lien que tu trouveras tout en haut de la description. Non seulement ce sera un soutien direct à la chaîne, mais en plus de ça, tu pourras bénéficier de 4 mois gratuits sur tous les abonnements d'1 ou 2 ans. De toute façon, tu n'as rien à perdre, parce que si tu n'en trouves pas l'utilité de NordVPN, tu pourras être intégralement remboursé sous 30 jours, et sans condition. Bref, que du bonheur en somme, autant pour vous que pour moi. Alors t'as les données, à toi de jouer. Mais bref, revenons à nos Nuggets que justement vous pourrez voir plus facilement avec NordVPN. Encore une super transition de ma part. Après le titre remporté l'an dernier, l'équipe, fière de son nouveau statut de champion, aura pour lourde tâche de confirmer et devra survivre avec la nouvelle image que cette équipe véhicule. Car ouais, beaucoup de concurrents ont eu beau se renforcer, aujourd'hui les Nuggets ne sont plus des outsiders, ils sont la team à abattre. Les playoffs, ils les ont gérés de main de maître, en se faisant quasiment jamais peur, et l'impression de domination autour de Nikola Jokic est bien réelle. Le truc c'est que depuis cette fameuse bague, des choses ont eu lieu dans le Colorado. À commencer par le départ de Bruce Brown vers les Pacers. Brown quand même l'an dernier c'était plus de 28 minutes de jeu, plus de 11 points, plus de 4 rebonds, une adresse très propre et une défense clairement efficace. Et dites-vous que ça n'a été qu'en saison, parce qu'en playoff il a fait encore mieux. Son côté baromètre chez les Nuggets l'an dernier avec sa régularité et son profil de couteau suisse pourrait vite manquer dans cette escouade. Un Jeff Green aussi, en bon tonton qu'il était, dans son rôle de vétéran de 37 ans, pourrait aussi vite laisser un trou, vu que l'équipe du Colorado a dû enregistrer son départ vers Houston. Le départ de Thomas Bryant, lui, me semble plus anecdotique au vu de la présence de Zeke Nagy dans l'effectif et du faible minute disponible au poste de pivot derrière Nikola Jokic. En tout cas, pour compenser ces départs, parmi les nouveaux venus, on semble surtout compter sur Justin Holiday, arrivé en provenance de Dallas. L'ailier de 34 ans a beau être un joueur qui peut faire tout plein de choses des deux côtés du terrain, il reste tout de même limité. À côté de lui, le rookie Julian Strouter semble encore un peu tendre pour prétendre à un vrai temps de jeu. Au premier regard, donc, ça peut sembler un peu juste pour compenser les départs de Brown et de Green. Mais le truc qu'il faut savoir, c'est qu'en parallèle, ça peut laisser la place à d'autres jeunes pour se développer. Là, je pense tout particulièrement à Christian Brown, par exemple, qui l'an dernier a progressé tout au long de sa campagne rookie, et qui aujourd'hui semble prêt à prendre des minutes. Lui, qui, quand on le regarde jouer, ne semble jamais avoir peur de rien. Peyton Watson, de son côté, a également montré qu'il était capable de jouer de bonnes minutes, en agissant en défenseur super intéressant. En vrai, le développement de ces deux sophomores, faudra voir ce que ça donne sur la durée, mais leur présence, je trouve, limite largement la casse. Du coup, ce que je retiens surtout, et c'est positif, c'est que l'équipe a su globalement conserver son noyau dur, et ça c'est plutôt bon signe.
Sur le début de saison, les Nuggets sont impressionnants et montrent que même un été après leur titre, ils sont toujours capables d'agir en rouleau compresseur, capables de dominer un match du début à la fin, avec un jeu propre où tout le monde est mis en valeur, où la balle circule, tout en étant savamment orchestré par un Mike Malone qui désormais a largement fait ses preuves au coaching. À côté de ça, Nikola Jokic continue à prouver soir après soir qu'actuellement il est le meilleur joueur du monde, tandis que Jamal Murray, de son côté, peut enfin commencer une saison au top de sa forme physique et mentale. Le meneur score peut-être un peu moins que lors de ses derniers playoffs incroyables, mais peu importe, il est d'une propreté phénoménale depuis le début de saison, que ce soit dans l'adresse au shoot ou même via son playmaking et ses lectures de jeu de plus en plus affûtées. Franchement ok, la perte de Bruce Brown est relou, mais à côté de ça, tout plein d'éléments laissent penser que cette équipe de Denver peut être super compétitive et reste favorite je pense à sa propre succession. Alors du coup, commençons à explorer quelles pourraient être un petit peu les faiblesses de ces Nuggets, et la première que j'envisage se situe à mon avis au niveau du banc. Les jeunes, aussi talentueux soient-ils, doivent encore prouver qu'ils mériteront leurs minutes sur la durée, et en attendant que ça ait lieu, de légers doutes existent. Si l'équipe veut arriver en playoff à 100%, elle devra à un moment ou un autre faire en sorte de reposer ses cadres, et donner du temps de jeu aux subs. Des blessures elles aussi pourraient avoir lieu, et Malone espérera disposer de joueurs sur lesquels il pourra compter dans sa seconde unit, parce que outre les joueurs qu'on a déjà cités plus tôt, Reggie Jackson pourrait faire le taf, mais ça semble un peu léger. Les jeunes n'auront donc pas le choix que d'assurer, sinon il faudra peut-être chercher à se renforcer d'ici la deadline, ou sur le marché des buyouts, histoire d'aller choper un ou deux vétérans compétitifs. J'aurai un œil sur Michael Porter Jr. également, qui même s'il est un excellent scoreur a montré ses limites lors des dernières finales. Sa tunnel vision et son manque de défense flagrant pourraient handicaper l'équipe s'il ne progresse pas significativement dans ces deux domaines, et ses failles pourraient être encore rendues plus visibles avec le départ de Bruce Brown. Là ça se sent encore, Christian Braun et Peyton Watson seront à nouveau attendus fort pour compenser ce phénomène, mais auront-ils les épaules suffisantes pour ça? Leur début de saison est prometteur, mais il faudra encore confirmer sur la durée, et notamment en play-off. Puis plus globalement, quand on regarde l'effectif, on pourrait se dire que ça manque quand même de spécialistes défensifs, notamment dans la peinture. Il faut le savoir, l'équipe du Colorado, à mon sens, est peut-être l'une de celles qui dispose du moins de rim protection de toute la NBA. Cependant, il apparaît clair que sur le faible échantillon que l'on a eu jusque-là sur ce début de saison, la défense des Nuggets est bien plus performante que prévu. Aaron Gordon et Kentavious Caldwell-Pope abattent un taf monstrueux de ce côté-là du terrain, et semblent à eux seuls capables de guider tous leurs coéquipiers dans une défense collective qui jusque-là se montre super bien huilée. Match après match pour le moment, même les meilleurs attaquants de la NBA sont en galère face à cette défense, et c'est quand même plutôt très bon signe. Seul le repli défensif en transition mérite pour moi encore d'être un peu plus travaillé. Et enfin, pour terminer sur les faiblesses, il faudra aussi faire attention à la lassitude et au relâchement, qui sont quand même monnaie courante dans les effectifs qui viennent d'être champions. Quand tu as touché le sommet, il est parfois difficile de retrouver cette hargne ou cette dureté qui t'a permis d'aller au bout précédemment. La saison régulière est très longue, et l'idée de repartir de zéro peut être difficile à encaisser mentalement. Il n'est jamais simple de repartir pour un marathon alors que tu viens tout juste de terminer le précédent. Mais encore une fois, à ce propos, pas besoin d'en faire beaucoup trop à mon avis. Bien sûr, il faudra voir comment ça évolue au fil de la saison, mais jusque-là, ce que les hommes de Mike Malone ont montré sur le terrain est super rassurant. Donc ouais, c'est le jeu, il fallait bien que je trouve des faiblesses, mais vous vous rendez compte, elles semblent bien minimes par rapport aux forces de cette équipe, et que je vais évoquer à partir de maintenant. Et là, ce qui est appréciable, c'est l'alchimie, la cohésion, voire même la communion qui paraît régner entre tous les membres de ce roster. La plupart des pièces majeures ont été draftées par Denver, et aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de jouer ensemble, elles se connaissent sur le bout des doigts. Avec cette équipe du Colorado, nous avons un vrai groupe, pas une simple team basée sur le star power, et ça, à mon sens, c'est un immense avantage sur la concurrence. Les 5 membres du 5, quand ils jouent ensemble, c'est une véritable symphonie, dont Nikola Jokic est le leader et que Mike Malone dirige de main de maître. Puis j'aime beaucoup toutes les sorties du GM Calvin Booth à ce propos, qui dans sa vision des choses veut miser sur la continuité, l'attitude, le QI basket et les qualités de ses joueurs. Cet ensemble permet non seulement à ces Nuggets de disputer un basket très collectif, super plaisant à regarder des deux côtés du terrain, mais qui surtout est super efficace. Bien sûr, encore une fois, une blessure en provenance de l'un des piliers de ce roster pourrait faire du mal, mais peu importe, c'est le cas d'absolument toutes les équipes de la NBA. Brown, Jackson et Watson peuvent tous les trois scorer leur petite dizaine de points par rencontre, et il est régulier sur ce début de campagne de voir le banc des Nuggets outscorer celui des adversaires, c'est plutôt hypant. Pour l'instant, la gueule de bois traditionnelle consécutive à un titre, on ne la ressent absolument pas dans ce groupe. À côté de ça, on l'a dit, Jamal Murray réalise un début de saison qui pourrait très bien le mener vers sa première sélection All-Star, tandis qu'à côté de lui, encore et toujours, Nikola Jokic est colossal. Déjà, il est sur un bon rythme pour obtenir un 3e trophée de MVP en carrière, lui qui, depuis le coup d'envoi de la saison, est toujours aussi nonchalant qu'atypique. Avec son air de Jean foutre, le gars enchaîne les triples-doubles comme des perles. Un joueur comme ça, avec ce physique, si impactant dans tous les secteurs du jeu, c'est juste du jamais vu dans toute l'histoire de la NBA. Et vous savez ce que c'est le pire, c'est qu'à seulement 28 ans, et que maintenant, avec un titre en poche, il pourrait encore progresser le gazier. C'est complètement lunaire. Placez un joueur de cette trempe au milieu d'une équipe équilibrée, talentueuse et pleine d'automatisme, et attendez-vous à connaître du succès. Ses coéquipiers le subliment autant que lui sublime ses coéquipiers, et forcément, quand tout le monde tire tout le monde vers le haut, que tout le monde est au diapason, ça donne un
un cocktail détonnant. En vrai, y a pas à bégayer, malgré les légères faiblesses qu'on a évoquées plus tôt, cette team semble cocher toutes les cases nécessaires à cocher pour réaliser le premier back-to-back de la NBA depuis les Warriors en 2018. La seule chose qui pourrait les empêcher d'accéder à cet objectif, eh ben, évidemment, c'est la concurrence. Alors quelle team pourrait réellement rivaliser avec ces Nuggets? Eh bien, pour parler de ça, j'ai envie de commencer par évoquer les Phoenix Suns. Après avoir fait venir Kevin Durant l'an passé, cet été, l'équipe a remplacé Monty Williams au coaching par Frank Vogel et a accueilli Bradley Beal. L'élimination au deuxième tour de l'an dernier est mal passée, certaines lacunes semblaient trop flagrantes dans le jeu d'une équipe des Suns qui manquait définitivement de profondeur et où le meneur vétéran Chris Paul et ses trop fréquentes blessures en post-season, mais aussi DeAndre Ayton avec son investissement aléatoire avaient probablement fait leur temps dans cet effectif. De toute façon, ça s'est un peu vu sur toute la série du deuxième tour face aux Nuggets au printemps dernier. C'était un petit peu Devin Booker et Kevin Durant contre le reste du monde. Et forcément, face à une machine aussi bien huilée que celle de Denver, évidemment que ça a coincé. James Jones a donc continué les travaux pour faire en sorte d'entourer Booker et KD du mieux possible, avec peu de cap, des assets limités, mais aussi une gestion très maligne de la situation. Aujourd'hui, il n'a plus juste un Big 2, mais un Big 3, qu'il a su entourer avec quelques jolis coups réussis cet été. Je dis pas non plus que le banc de Phoenix c'est de la folie, mais quand même, j'ai l'impression que dans la rotation, il y a plus de valeur sûre que l'an dernier. Eric Gordon est un vétéran référencé qui débute très bien sa saison. Grayson Allen est un soldat qui connaît parfaitement son rôle, tout comme Yusuf Nurkic qui apporte du combat en tant que pivot titulaire. À côté d'eux, Yuta Watanabe, Drew Eubanks et Nasir Little sont tout à fait dignes d'une seconde unit, c'est pas mal. Ajoutons la bonne surprise que peut devenir Bol Bol et d'autres gars comme Kimezie Metu ou Keita Betts-Diop, et c'est pas mal, la profondeur elle est là. Je ne dis pas non plus qu'il faut faire jouer ces gars 20 ou 25 minutes par match, mais ce sont quand même des joueurs de mission qui peuvent dépanner sur de courtes séquences, et c'est intéressant. Non, cette équipe pour moi elle a su apprendre de ses erreurs et mettre plein de choses en place pour essayer d'aller de l'avant. Dans ce roster, la faculté d'adaptation de Bradley Beal sera d'une importance immense, lui qui en raison d'une blessure au dos a manqué le coup d'envoi de la saison. C'est lui la recrue phare de l'été, et désormais il devra prouver que ces dernières années moyennas du côté de Washington appartiennent maintenant au passé. Aujourd'hui, il évolue dans une équipe contender et son apport et son implication seront essentiels, tout comme sa défense d'ailleurs, sur laquelle des efforts seront attendus. Et le truc c'est qu'en plus de ça, je pense que c'est lui qui devra le plus transformer son jeu et le plus faire de sacrifices. Book et KD vont continuer à scorer, tandis que Bill, lui, sera plus attendu pour sa capacité à créer balle en main. À lui donc de trouver le bon équilibre entre le jeu en ISO, sa force, mais aussi la distribution pour les autres. Ce ne sera pas simple. Même si ses coéquipiers lui donneront un coup de main au niveau de l'organisation, Bill devra prouver à Phoenix qu'il n'est pas qu'un scoreur unidimensionnel. À lui de jouer. Du coup, l'équipe est enthousiasmante, c'est clair, mais avec l'arrivée d'un nouveau coach et un tel remaniement de roster, des ajustements drastiques seront nécessaires. C'est là-dessus notamment que je trouve que le groupe de Denver, avec son gros vécu collectif, a une longueur d'avance sur celui des Suns. Maintenant attention, si tout roule à Phoenix et que les astres s'alignent de la bonne façon, cette équipe peut faire très mal, et clairement s'afficher comme un vrai rival de la franchise du Colorado. Néanmoins, il existe aussi un monde où le plan de jeu de Vogel ne fonctionne pas, où les trois stars ne cohabitent pas comme prévu, et où nous assisterions plus à un enchaînement de 1 contre 1 qu'à du vrai basket. Et ça, face à une équipe comme Denver, en playoff, ça pourrait être fatal. Tout ça pour dire que oui, cette équipe de Phoenix a de réelles qualités, mais qu'à ce jour, elle présente moins de certitude que celle des Nuggets à mes yeux. Donc oui, les Suns peuvent priver la bande à Jokic d'un titre, mais aujourd'hui, ce sont bien ces derniers que je place toujours favoris devant Phoenix. Du coup, enchaînons avec une équipe qui a beaucoup fait parler d'elle ces derniers temps, vu qu'en début de semaine, elle a fait venir James Harden. Rien que ça. Ouais, là on parle des Clippers, et si cet été la team californienne n'avait que peu bougé, elle se retrouve finalement aujourd'hui avec un roster bien transformé. Déjà en récupérant PJ Tucker, certes, mais en abandonnant des joueurs comme Nicolas Batum, Marcus Morris, Robert Covington et KJ Martin, l'équipe a perdu énormément de profondeur sur les postes 3 et 4, ça pourrait être problématique. Cependant, ça va, la rotation paraît toujours relativement intéressante, surtout compte tenu de la faible contrepartie versée contre Harden au final. Sauf que maintenant, cette équipe, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Comme je l'ai expliqué lors de la vidéo Hot React au moment de l'arrivée de Harden à LA, je n'y crois que très peu. Alors pourquoi j'en parle aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce que cet amoncellement de stars intrigue, évidemment. Pour les adeptes du poker, comme je l'ai lu dans les commentaires, et j'ai beaucoup aimé, faire all-in avec ces joueurs-là, c'est comme faire all-in avec une paire de 2. Perso, je n'irai pas jusque-là, je choisirais peut-être des cartes un peu plus hautes, mais je comprends tout à fait l'idée, et j'ai plutôt tendance à la rejoindre. Parce que ouais, tous les éléments pris individuellement peuvent énormément apporter dans la plupart des équipes de la NBA. Le problème, c'est que tous autant qu'ils sont, présentent des failles, qui évidemment laissent planer de gros doutes sur ces Clippers. Kawhi Leonard a beau être l'un des meilleurs two-way players de la ligue, rien n'assure qu'il sera capable d'éviter l'infirmerie sur la durée. Paul George est lui tout aussi injury prone, et le visage qu'il a parfois pu montrer en playoff inquiète. De son côté, Russell Westbrook est une super re-signature à ce prix-là, mais sa prise de décision s'avère parfois problématique, notamment en fin de match. Et enfin, James Harden a eu beau terminer meilleur passeur de la ligue la saison dernière, son besoin presque existentiel de porter le ballon pendant de longs moments pourrait lui aussi être néfaste dans ce collectif. Donc ouais, des doutes sur chacun de ces 4 joueurs. Sauf que le truc, c'est qu'ils ne vont pas jouer chacun de leur côté en plus de ça. Comment associer tous ces éléments? Si dans les rotations il sera potentiellement
potentiellement possible de faire quelque chose en réutilisant pourquoi pas Russell Westbrook dans un rôle de 6ème homme, Tyronn Lue devra largement faire fumer son cerveau pour trouver la formule magique. Si certains joueurs se connaissent déjà vu qu'ils ont joué ensemble par le passé, sur le papier, tous ces porteurs de ballon, ça ne semble que très peu compatible. Puis si Lue est réputé pour sa gestion des égos, en tant que tacticien, l'élaboration et la gestion de ses rotations en cours de match posent souvent question. Donc ouais, en termes de star power, clairement, cette équipe des Clippers est sûrement la mieux armée de toute la ligue. Si tout le monde arrive à jouer à son meilleur niveau, pourquoi ne pas imaginer aller embêter les Nuggets, les inquiéter, et pourquoi pas les battre? Ça arrive de gagner au poker avec une paire de 2. Cependant, face au full aux as que possède l'équipe du Colorado, les chances des Clippers face à eux, je pense, resteront très minimes. Ensuite, à l'ouest, j'aurais également pu évoquer les Warriors et les Lakers, que je vois au même niveau que les Clippers, grosso modo. Mais vous l'avez compris, ce niveau, à part s'il est poussé à son paroxysme le plus total, je le trouve bien en dessous de ce que peuvent proposer les Nuggets, alors inutile d'en faire des tonnes concernant les autres équipes de l'ouest. Passons donc à la conférence Est, et là, directement, j'ai envie d'évoquer les Bucks, qui se sont largement renforcés cet été avec l'arrivée de Damian Lillard. Là tout de suite, vu que l'effectif a bougé, vous allez dire que je peux directement passer à la suite, au vu de comment j'ai mis en valeur depuis le début de cette vidéo la continuité, la stabilité et l'alchimie des Nuggets, qui pour moi leur permet d'avoir une longueur d'avance sur beaucoup de monde. Cependant, n'allons pas trop vite en besogne, et ce n'est pas parce que Dame est arrivé dans le Wisconsin que l'équipe de Milwaukee ne possède pas déjà des bases solides, vu que mis à part Jrue Holiday, tous les éléments majeurs du titre remporté en 2021 sont encore présents dans le roster. Ouais, en vrai, les mecs se connaissent. Pour de vrai, j'ai pas trop de doutes là-dessus. De plus, même si de base, ce n'est pas du tout le même profil de joueur, Damian Lillard est quand même censé être un bien meilleur meneur que ce que l'était Jrue Holiday à Milwaukee. Sur le papier donc, cette équipe a énormément progressé lors de cette intersaison, et à leur propos, encore une fois, je ne vais pas m'étaler 2 heures puisque j'ai largement évoqué leur situation dans une vidéo récente qui est sortie sur ma chaîne. Mais cette team, en associant Giannis et Dame et en les entourant comme ils sont entourés, avec une vraie profondeur de banc en plus, oui, elle peut faire des miracles, et offensivement, toutes les conditions semblent réunies pour que ces Bucks puissent soir après soir noyer leurs adversaires grâce à leur jeu offensif. Le truc, c'est que cela ne m'empêche pas, pour eux aussi, d'avoir quelques doutes. Le premier se situe autour de la défense, et il est vraiment important pour moi, tellement ça pourrait être rédhibitoire à terme si ce n'est pas réglé. Giannis Antetokounmpo et Brook Lopez ont beau se connaître parfaitement dans la raquette et abattre un travail monumental, ils ne peuvent pas tout faire à eux deux. Pour le moment, au périmètre à Milwaukee, personne n'est capable de fermer le premier rideau, ce qui laisse d'immenses couloirs à tous les slashers. Depuis le début de la saison, je trouve que les Bucks sont à la ramasse dans ce secteur de jeu, et si ça ne se règle pas d'ici les playoffs, ça pourrait vraiment être problématique. Ensuite, il faut aussi ajouter que cette équipe a changé de coach cet été, avec l'arrivée de Adrian Griffin qui remplace Mike Budenholzer. Si j'apprécie le discours du tacticien, qui tente d'utiliser au maximum le pick and roll pour tirer profit autant qu'il peut du duo Giannis-Dame, il aura quand même peut-être besoin de temps pour imposer ses nouveaux systèmes, au sein d'un groupe qui à la fois a pris l'habitude de jouer différemment sous Bud, mais a également besoin de trouver des automatismes avec l'arrivée de Lillard. Si le meneur a commencé sur les chapeaux de roue, avec son match d'ouverture dantesque face aux Sixers, il a ensuite connu plus d'irrégularités. Et le truc, c'est que des joueurs importants, comme Damian Lillard, Chris Middleton ou encore Brook Lopez, qui lui est encore plus vieux, ont tous au moins 32 ans. Ouais, avec les Bucks, on parle quand même de l'équipe qui possède la plus importante moyenne d'âge de toute la ligue. Du coup, la tâche sera ardue pour Adrian Griffin, qui devra trouver la bonne formule pour à la fois ne pas surutiliser ses joueurs afin qu'ils arrivent frais en playoff, mais aussi de passer suffisamment de temps sur les parquets ensemble pour créer de nouveaux automatismes. Dans ce sens, des blessures pourraient faire beaucoup de mal par exemple. Après, je ne dis pas que ça ne peut pas le faire pour ce groupe, mais ce qui est certain, c'est que rien ne sera simple pour eux. Alors pour conclure concernant ces Bucks, je pense que si tout roule pour eux et qu'ils arrivent à régler leurs problèmes défensifs, oui, ils peuvent réellement faire douter les Nuggets. Ils ont toutes les pièces pour ça, c'est sûr. Cependant, encore une fois, sur de nombreux aspects, j'ai l'impression que Mike Malone et ses troupes ont une vraie longueur d'avance sur cette équipe de Milwaukee. Giannis Antetokounmpo a beau être un candidat au MVP aussi obvious que Nikola Jokic, il ne pourra rien faire s'il n'est pas parfaitement accompagné. Du coup, afin de terminer avec la concurrence, enchaînons par les Celtics, pour lesquels je ne vais pas faire durer le suspense, car pour moi, ils semblent être l'équipe la mieux armée pour rivaliser avec ces Nuggets. Ce que j'aime dans la comparaison de ces deux équipes, c'est que les deux semblent posséder des armes et des failles dont certaines sont un petit peu similaires, vous allez voir. Pourtant, on ne peut pas dire que l'équipe du Massachusetts ait tout à fait prôné la stabilité, en faisant venir Kristaps Porzingis et Jrue Holiday notamment, tout en perdant des pièces majeures, comme pouvaient l'être Marcus Smart, Malcolm Brogdon ou encore Grant Williams et Robert Williams. Mais le truc, c'est que ces deux arrivées semblent tellement correspondre à tout ce dont avaient besoin ces Seas que clairement, ça me hype. Depuis le début de la saison, concernant le laiton, je ne vais pas mâcher mes mots. Et à Boston, en à peine quelques semaines, il semble déjà se sentir totalement comme un poisson dans l'eau. Alors qu'il semble enfin pouvoir éviter l'infirmerie sur la durée et qu'il affiche une forme physique optimale, KP régale par tout ce qu'il peut apporter via sa polyvalence offensive et sa capacité de protéger le cercle grâce à son envergure. Jaylen Brown et Jason Tatum avaient besoin d'un vrai soutien offensif.
défensif, et Porzingis semble tout à fait pouvoir enfiler ce costume. S'il arrive à maintenir sa bonne santé jusqu'au playoff, il apportera un vrai plus dans la raquette de la Maison Verte. Surtout qu'à côté de ça, l'arrivée de Jrue Holiday viendra amplement compenser le départ de Marcus Smart qui m'inquiétait tant en début d'été vu l'apport défensif primordial qu'il avait au périmètre. Ceci dit, avec l'ancien Buck, les Six disposent désormais d'un profil plus fiable, tout aussi performant défensivement, mais qui également présente plus de talent offensif, même si son irrégularité au tir en playoff a largement été critiquée ces 2 dernières années. Non, franchement, j'aime bien. Il faut se rendre compte que cette team, qui est allée jusqu'en finale NBA en 2022 et qui a perdu en 7 matchs l'an passé en finale de conférence, présente d'immenses qualités. Le duo Jason Tatum-Jaylen Brown ne soulève quasi plus aucun doute, tant aujourd'hui les deux se complètent et se connaissent parfaitement, même si en playoff l'un comme l'autre a connu des hauts et des bas. Des soldats comme Al Horford ou encore Derrick White sont eux aussi encore dans le roster, et l'excellent début de saison des Six confirme largement les qualités de ce roster. Après, un peu comme à Denver, et peut-être encore plus même, il existe quelques incertitudes concernant le banc. Avec les transferts récents, oui, il y a plus d'équilibre, de variété, et même tout simplement de qualité dans cet effectif. Cependant, en contrepartie, il y a moins de profondeur, de densité, et attention, car là encore, une blessure de la part de l'un des cadres pourrait s'avérer dévastatrice pour la compétitivité de cette team. Aujourd'hui, dans l'équipe, seul un fragile Kristaps Porzingis et un Al Horford de déjà 37 ans possèdent le statut d'intérieur référencé, et ça peut faire très léger. Surtout que s'il manque des pièces, je n'ai que peu confiance en Joe Mazzulla pour trouver sur son banc des solutions de remplacement providentielles. Propulsé un peu par la force des choses sur le banc des Celtics l'année dernière, le tacticien a plusieurs fois montré son inexpérience en playoff, notamment dans sa gestion des fins de match. Si l'on fait le comparatif avec les Nuggets encore, pour moi, à ce jour, il n'arrive pas à la cheville de Mike Malone. Après, ne nous affolons pas, hein, ne tirons pas trop vite la sonnette d'alarme. Je trouve ces Celtics très prometteurs, et leur début de saison le prouve. Cependant, à nouveau, en raison de pas mal de détails qui pourraient avoir leur importance, notamment en playoff, sur une série en 7 entre les Celtics et les Nuggets, je donnerai Denver gagnant. Du coup, si l'on fait le bilan par rapport à tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, on pourrait avoir l'impression que Denver est complètement imbattable, ce qui n'est évidemment pas le cas. Beaucoup de choses pourraient avoir lieu d'ici les playoffs, et toutes les teams que j'ai citées, et pourquoi pas d'autres même, pourraient potentiellement faire douter les Nuggets d'ici là. Cependant, j'ai l'impression que pour éliminer cet escouade au complet sur une série de post-season, toutes les équipes susceptibles d'y arriver n'auront pas le choix que de surperformer, et espérer que les planètes s'alignent comme il faut pour eux, ce qui ne laisse que peu de chance. J'exagère quand je dis ça, mais c'est fou, ne serait-ce que de juste penser que même en cruise control, cette team de Denver peut limite dominer les 29 autres équipes de la NBA qui, elles, joueraient à fond. Bien sûr, on n'en est pas là, ce serait trop facile, mais si on en est à imaginer ça, ça illustre largement le sentiment de domination que nous montre cette équipe des Nuggets depuis le début de cette saison. Après, je n'irai pas jusqu'à dire que le trophée Larry O'Brien 2024 leur est offert, vu tous les paramètres extérieurs qui pourraient agir sur un parcours de play-off. Cependant, au vu de la construction de leur roster et de leur début de saison super impressionnant, je ne vais pas mâcher mes mots. Pour moi, à ce jour, les Nuggets sont largement favoris pour aller chercher le titre en 2024, quelle que soit la concurrence. Voilà pour ce qui est des Nuggets, voilà pour ce qui est de ce nouveau Coast to Coast. Vous en pensez quoi, vous? Vous êtes aussi enthousiaste que moi concernant la bande à Jokic ou vous avez plus de doutes? Et pour vous, quelle est l'équipe qui pourrait leur poser le plus de soucis sur une série de playoffs? Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte de connaître vos réponses et vos tendances. Et pour finir, tu connais, c'est important, si ce contenu t'a plu, pense au pouce bleu juste en bas de la vidéo et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Pour ça, je compte sur vous et je n'ai plus qu'à vous dire à très vite.